Bienvenue à tous dans Église du Monde. Cette semaine, nous nous intéressons à la Grèce, en proie à une profonde récession. Les Grecs subissent une rigueur économique sans précédent pour tenter de juguler la dette du pays. Le 3 octobre, la zone euro a décidé de reporter le déblocage de 8 milliards d'euros de prêts internationaux à la Grèce, à laquelle elle a demandé des efforts budgétaires supplémentaires. Alors, au travers de cette crise, qu'en est-il des personnes les plus fragiles? Quelle solidarité est déployée? Que peuvent attendre les Grecs de l'Église orthodoxe, majoritaire et traditionnellement moins engagée dans le débat politique et social? Comment aussi l'Église catholique, petite communauté de 50 000 fidèles, traverse cette épreuve? Pour en parler, je reçois Carole Sabat. Bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable de la communication de l'Assemblée des évêques orthodoxes de France. Alors on voit que la situation est extrêmement difficile en Grèce. On a vu d'ici une perception plutôt financière et on ne sait pas très bien ce que vivent les Grecs. C'est grave? Tout à fait. Peut-être c'est un peu la face émergée, je dirais, de la crise. Effectivement, la situation en Grèce est une situation qui est très difficile, qui est à la fois compliquée et complexe, mais elle n'est pas sans espérance, d'une certaine manière. Elle est compliquée et complexe parce que lorsqu'on parle, je dirais, de la crise, le sens étymologique de la crise, si on le prend, parce qu'il y a un sens étymologique grec de la crise, crisis, quelque part, veut dire non seulement l'aspect négatif, je dirais, une situation qui arrive à une forme de paroxysme et négatif, mais il y a aussi la dimension, en fait, dans l'étymologie grecque, la dimension du jugement, la dimension un peu du tournant, la dimension un peu de la décision qui doit être prise. Et donc la période de crise est généralement perçue comme une période un peu de mutation profonde, où il faut prendre un certain nombre de choix, faire des arbitrages, prendre des décisions, parce que justement, il y a des mutations qui, depuis un certain temps, durent. Aujourd'hui, peut-être on arrive à l'extériorisation, je dirais, de cette crise, notamment à travers cette dimension économique et financière qui est la plus aiguë et qui a en fait, bien sûr, des retombées sociales, des retombées aussi sur les plus pauvres, mais aussi sur les je dirais, ceux qui sont considérés comme étant les fondamentaux de la société, que ce soit l'État, le pouvoir politique, que ce soit l'Église aussi, l'Église orthodoxe qui est majoritaire dans ce pays. L'Église traverse elle-même une crise? Elle ne traverse pas une crise, mais la crise dans le sens étymologique grec que je disais tout à l'heure, c'est un moment de réflexion qui est important. Le Saint-Synode de l'Église de Grèce, orthodoxe de Grèce, a pris par exemple la décision depuis pratiquement un an d'avoir une réflexion théologique sur le sens de la crise actuelle. Qu'est-ce qu'elle pose comme problématique, à la fois pour l'Église, pour la société, pour un ensemble? Il faut dire que la Grèce vit un certain nombre de contradictions depuis un certain temps. Et qui dit contradiction dit la nécessité d'opérer des synthèses à partir d'un certain moment, des synthèses positives. Par exemple, il y a la contradiction de la sécularisation qui est de la modernité et de la religiosité. Il y a la synthèse aussi et la contradiction de la modernité et de la tradition. C'est une société qui reste d'une certaine manière très traditionnelle, avec un certain nombre de repères qui, on va voir qu'il y a des va-et-vient dans l'histoire et dans l'actualité historique d'une certaine manière. Et il y a le problème du sécularisme et de la religiosité, comme j'ai dit, et toute action, par exemple, parfois qui peut être de déchristianisation d'une certaine manière. En Europe, on vit le sécularisme d'une manière beaucoup plus fluide maintenant, d'une certaine manière, en Europe occidentale, je dirais. En Grèce, compte tenu des relations qui sont très imbriquées entre hellénisme et orthodoxie, entre l'État et l'Église, et le fait que c'est un peu... Grèce, c'est un peu l'héritage de Byzance, d'une certaine manière. Donc, toutes ces questions sont intimement liées. C'est des questions qui sont identitaires. Et parfois, vous avez parfois des réactions sur des questions qui touchent à cette relation entre le cultuel et le culturel, entre le temporel et le spirituel, de la part de gens qui ne sont peut-être pas croyants, ou qui sont croyants mais pas pratiquants, ou qui sont orthodoxes tout simplement d'un point de vue culturel, mais là-dessus, en fait, ils se positionnent parfois à côté de l'Église sur un certain nombre de sujets. C'est la complexité de la situation en Grèce. Donc, qui dépasse bien loin le cadre simplement économique et financier. Absolument, tout à fait, tout à fait. Alors, pour en revenir à cette crise et ses implications sociales, ce sont les plus fragiles qui vont être les plus touchés? Dans toute situation de crise, c'est les plus fragiles qui sont directement touchés. La question, c'est comment éviter, comment temporiser, comment éviter en fait que les plus fragiles ne trinquent. Et là-dessus, je pense que c'est le rôle essentiel des forces vives de la nation, je dirais, de la Grèce, de pouvoir mettre en place une forme de solidarité ou une interaction, une collaboration dans la solidarité pour que les plus fragiles ne soient pas directement touchés. Mais cette solidarité, elle est mise en œuvre, elle est déployée. Est-ce que c'est possible en temps de crise ?
c'est quelque chose qui va, à mon sens, au-delà de la crise, d'une certaine manière. Mais la crise le réveille un peu cette nécessité de la solidarité. Tant que tout roule dans la société, personne n'a besoin d'aller vers davantage de solidarité ou de mettre en place des mécanismes de solidarité. Et tout le monde sait que lorsqu'il n'y a pas forcément les projecteurs sur les questions de crise, il y a toujours de la pauvreté, il y a toujours en fait des difficultés psychologiques, il y a des difficultés de soutien. Donc aujourd'hui, la crise réveille un peu la nécessité urgente, d'une certaine manière, de se ressaisir. C'est pour ça que je disais que ça peut être à la fois une menace, mais une opportunité pour la société grecque et pour l'ensemble de l'État grec, de voir comment, en fait, dépasser un certain nombre de contradictions, opérer des équilibres novateurs, mettre en place des mécanismes de solidarité, et même au niveau de l'Église, par exemple. Il y a une double dimension dans le vécu de l'Église, il ne faut pas l'oublier. L'Église est institution. Ça, c'est à la première dimension, et elle est aussi mission. Et lorsqu'on parle, en fait, il ne faut pas que la dimension institutionnelle de l'Église, c'est-à-dire à travers son pouvoir, avec le face, avec ce qu'on dit, mythe ou réalité, des richesses ou du patrimoine que peut avoir l'Église. De l'Église orthodoxe en particulier. De l'Église orthodoxe en particulier, que ça occulte ou que ça nuise, en fait, à sa mission dans la société. Et sa mission dans la société, c'est quoi? C'est un travail missionnaire, donc un travail caritatif, un travail philanthropique, un travail d'élargir la solidarité pour vraiment aider non seulement les plus pauvres, les affamés, parce que c'est une question évangélique aussi d'être au soutien des plus amoindris et des plus démunis, mais c'est une question aussi de relèvement psychologique et moral et spirituel. Et donc là, peut-être qu'il y a eu des initiatives dans l'Église de Grèce, depuis un certain temps d'ailleurs, Apostoliki Diakonia, qui est une sorte un peu de département de l'archevêché d'Athènes, a développé toute une action depuis plusieurs années, toute une action caritative, philanthropique, de soutien, de fourniture, de nourriture, de fourniture d'assistance parfois à des réfugiés ou à des gens qui sont à des émigrés, parfois aussi de soutien scolaire. Donc toute cette activité existait. Il y a eu en 2002 aussi la mise en place d'une ONG qui, à l'initiative en fait de l'Église de Grèce, aussi orthodoxe de Grèce, qui s'appelait Solidarité, et qui était conjointement financée par l'État grec et par l'Union européenne. Et l'objectif, c'était d'aller encore davantage, je dirais, dans l'organisation de ce travail caritatif et philanthropique, un peu le social. Mais l'Église n'est pas le seul acteur, je dirais, de la société. Il faut que tout ce travail-là soit amplifié en concertation avec les autres acteurs fondamentaux de la société grecque. Alors, la Grèce doit s'adapter à des mesures de plus en plus drastiques. Est-ce que la rigueur est compatible avec la justice sociale ? C'est toute la difficulté. C'est que il y a la rigueur, je dirais, tout système à la fois économique ou financier, s'il n'a pas une finalité de servir l'homme, quelque part, et le bonheur de l'homme et l'équilibre fondamentaux à l'intérieur même d'une société, à un moment donné, ça va craquer. Et donc, c'est aujourd'hui l'exercice le plus délicat actuellement que vit actuellement la Grèce. C'est justement comment, en fait, jusqu'où il faut aller sans qu'en fait que ce lien ne craque. Et parce que la Grèce vit des pressions énormes aujourd'hui, des pressions économiques, des pressions financières. Et je ne vous dis pas que, par exemple, parfois il y a des réactions. La Grèce est arrimée à l'Europe, elle est rentrée dans l'Europe depuis 1981, donc elle a été intégrée à l'Union européenne. Mais il ne faut pas oublier que dans l'histoire aussi, parce que l'histoire est très présente aussi dans le vécu des Grecs, dans l'histoire, historiquement parlant, la Grèce est l'héritière de Byzance. Et l'Empire byzantin, il ne faut pas oublier aussi dans l'inconscient historique et collectif un certain nombre de drames et de traumatismes dans lesquels la société, je dirais grecque et hellénique d'une manière générale, a vécu. Notamment par exemple 1204, la quatrième croisade qui a mis à sac Constantinople, puis qui a installé en fait un pouvoir franc. Toute cette période-là risque rapidement de revenir à la surface parfois. Je vous donne un exemple. La Troïka aujourd'hui, elle est dénoncée, non seulement au niveau populaire, mais parfois au niveau de l'Église. Par exemple, en décembre dernier, la Troïka, ce sont en fait la Troïka, c'est l'Union européenne. En fait, européens. c'est les représentants du Fonds monétaire international Voilà. et de la Commission européenne et de la Banque centrale européenne. Et donc, tout ça, la menace, à l'époque, historiquement parlant, la menace toujours venait de l'Ouest, d'une certaine manière, pour les Grecs. Alors que les Grecs vivent à la fois leur européanité, parce qu'ils sont au cœur de l'Europe, historiquement parlant, de par la culture, la philosophie, la civilisation. Donc on ne peut pas dire qu'ils sont anti-européens ou anti-européens. Ils sont dans l'Europe. Mais il y a tous ces aspects-là, il faut faire attention que tout cet aspect-là soit bien géré. Alors, pour donner quelques exemples, réduction des salaires et des retraites atteignant jusqu'à 30%, baisse du salaire minimum à 600 €, hausse des prix fuel domestique, c'est plus 100%, essence plus 100%.
Et finalement, on se dit, mais jusqu'où ça va aller? Il va y avoir une précarisation plus forte? Oui, la précarisation, parfois c'est inéluctable. Et c'est là où, encore une fois, comment trouver des équilibres pour éviter que la précarisation encore plus forte n'entraîne des tensions encore beaucoup plus importantes à l'intérieur même de la société grecque. Alors, comment l'Église catholique traverse cette crise? Je vous propose d'écouter le témoignage de l'archevêque catholique d'Athènes, Monseigneur Nikolaos Foskolos, joint par téléphone il y a quelques jours. La situation du citoyen moyen grec actuellement est très très difficile. Chez nous aujourd'hui règne une injustice sociale. On donne chaque jour ici à Athènes de la nourriture à 250 personnes à peu près, et on assiste à des enfants et à des mères qui sont en difficulté, surtout des réfugiés. Car il faut dire que pendant les dernières années ici en Grèce, on a vu augmenter la population catholique de 50 000, on est arrivé à plus de 300 000, 7 fois plus nombreux qu'autrefois. Et ces catholiques sont dispersés dans tout le pays. Pour l'Église catholique, l'État grec ne donne aucun sou. Donc nous trouvons dans des difficultés très très graves. Et on ne sait pas quel sera l'avenir, c'est-à-dire pour nos œuvres sociales surtout, et pour la vie de l'Église, car nous devons affronter l'entretien du clergé, son assurance, car nous n'avons aucune assurance de la part de l'État en tant que prêtre catholique, tandis que les prêtres du clergé orthodoxe est assuré. L'archevêque d'Athènes, on l'entendait, est très inquiet sur l'avenir même de l'Église catholique. La menace est réelle, selon vous? Je ne connais pas très bien la situation, je dirais, de l'Église catholique en Grèce. Je sais que ça existe. En fait, elle a une dimension historique. Elle est bien sûr, en fait, c'est une Église minoritaire, parce que l'Église orthodoxe, elle est majoritaire d'une manière écrasante. C'est l'Église officielle qui est reconnue par la Constitution en tant que telle. Et les liens qui existent entre l'État grec et l'Église orthodoxe, c'est des relations qui remontent, je dirais, à l'époque byzantine. Si on voit par exemple le drapeau de l'Église orthodoxe de Grèce, c'est un drapeau qui montre essentiellement en fait un aigle bicéphale qui est couronné et qui porte les insignes de la souveraineté et de la plénitude, qui sont à la fois le sceptre et le globe, et qui déploie ses ailes à la fois pour montrer l'universalité de Byzance, qui était à la fois occidentale et orientale. Donc il y a cette présence, je dirais, de l'Église orthodoxe et cette relation. Et l'Église catholique... Les relations sont bonnes? Les relations sont bonnes, je dirais, il faut replacer ça aussi dans le contexte historique. Il faut remonter à l'époque, d'une certaine manière, de Constantin le Grand, quand le christianisme a été toléré dans l'Empire byzantin, puis par la suite Théodose le Grand, le christianisme est devenu la religion officielle, et puis par la suite Justinien. Justinien était celui qui a organisé ce qu'on appelle la théorie de la symphonie byzantine. C'est-à-dire, il disait que essentiellement, l'empereur disait, et c'est prévu dans le code de Justinien, le code de loi Justinien, il dit que l'empereur reconnaît l'existence de deux piliers de pouvoir dans l'Église, le pilier sacerdotal et le pilier impérial. Et il dit que le pouvoir sacerdotal a été accordé par Dieu pour sauver les âmes et s'occuper des âmes, et le pilier impérial pour s'occuper du monde et le faire développer le temporel. Et il disait, en même temps, c'est une sorte de profession de foi, que pour qu'il y ait prospérité à la fois du temporel et du spirituel, il faut que les deux travaillent en paix. Donc il y a cette théorie de la symphonie qui s'est développée et qu'on retrouve, d'une certaine manière, d'une collaboration étroite qu'on retrouve aujourd'hui dans la Grèce actuelle, de telle manière que l'Empire byzantin et la Grèce actuelle, c'était ni un État, ni une séparation totale entre le temporel et le spirituel, ni une confusion totale ou une soumission totale de l'un à l'autre. Donc ce n'était pas un État théocratique, ni un État césaropapiste. Mais c'est un État où l'Église travaille en étroite collaboration avec l'État, à la fois dans le domaine de l'éducation, et par exemple dans l'Église de Grèce, l'éducation religieuse orthodoxe, puisque c'est le culte qui est reconnu par l'État comme étant qui a la primauté.
donc organisation en fait des cours de religion dans les écoles, à la fois du secondaire du primaire jusqu'au secondaire, mais aussi, par exemple, le fait que le clergé est pris en charge, le paiement en fait des salaires des clergés est pris en charge. Le clergé est rémunéré par l'État. Absolument, tout à fait, rémunéré par l'État. Et d'ailleurs, en fait, leur ministère de tutelle, c'est le ministère de l'Éducation nationale. Donc, de ce point de vue-là, l'Église est quand même peut-être mieux lotie que l'Église catholique, l'Église orthodoxe. Là, il y a des explications historiques aussi, parce que c'était, historiquement parlant, l'Église en 1830, quand la Grèce a eu son indépendance. 1821, c'était l'insurrection générale contre les Turcs. Et il faut se souvenir que pendant 4 siècles de domination ottomane, la nation était sans État. Et donc, c'était l'Église qui apportait un peu toute la défense, je dirais, à la fois de la culture, de la langue grecque, du côté spirituel aussi, et donc qui a préservé d'une certaine manière la nation grecque. À partir du moment où il y a eu l'État, en 1830 et puis en 1850, il y a eu une vague aussi d'expropriation d'un certain nombre, d'une grande partie des biens de l'Église, des biens fonciers de l'Église qui étaient des terres cultivables, agricoles. Et en contrepartie de cela, l'Église n'était plus imposée. Il y a eu des privilèges fiscaux. Et c'est arrivé jusqu'en 1945. Où cela est revenu à la charge. On a pu lire beaucoup de choses dans la presse ces derniers mois sur la situation privilégiée, ou prétendument privilégiée de l'Église orthodoxe, qui serait deuxième propriétaire foncier du pays, qui bénéficierait, vous le disiez, d'avantages fiscaux. Vrai ou faux ? Il y a beaucoup, je dirais, bien sûr, l'Église n'est pas démunie, l'Église orthodoxe de Grèce n'est pas démunie de ce point de vue-là. Il y a une situation historique qui explique un certain nombre d'actifs et de patrimoine. Je donne un exemple. Par exemple, pendant la période ottomane, pour éviter les couples qui n'avaient pas d'enfants ou qui n'avaient pas d'héritiers, et pour éviter que les terres ne tombent, je dirais, dans la propriété de l'État, parce qu'ils ne pouvaient pas les léguer, ils les léguaient à l'Église, qu'on appelle le waqf. Et ça, c'est quelque chose qui existe dans tout le pourtour méditerranéen. Donc, il y a beaucoup de familles qui ont légué un peu et qui ont donné en dotation leur patrimoine à l'Église. Alors, il y a une richesse historique aussi de la part de l'Église. Mais il faut, à mon sens, éviter les amalgames et les confusions un peu sur cette richesse, mythe ou réalité. Ce qui est certain, c'est que l'Église orthodoxe de Grèce, elle a un patrimoine, elle a un certain nombre de privilèges, disons, mais elle vit la difficulté, elle vit la crise de la même manière que toute la société grecque. Ceci étant dit, il y a des défis qui sont très importants, parce que ce que je disais tout à l'heure sur la dimension institutionnelle et la dimension missionnaire, c'est la dimension missionnaire que l'Église de Grèce aujourd'hui doit amplifier, c'est-à-dire ce qui est déjà fait dans des initiatives philanthropiques, caritatives, d'une manière peut-être un peu plus qu'embryonnaire, doit aujourd'hui, au regard de la Grèce, se déployer et qu'il y ait une réflexion beaucoup plus profonde là-dessus, sur les mécanismes de solidarité et sur comment l'État aujourd'hui et l'Église doivent travailler ensemble d'une manière étroite pour aider les plus démunis, les pauvres et les personnes en situation difficile à dépasser cette situation. Quels sont les liens entre l'Église orthodoxe et l'Église catholique à travers cette crise? Il y a un travail en commun, il y a une réflexion engagée? Au niveau local, il y a des discussions, en fait, des discussions, mais il n'y a pas... Pas au niveau institutionnel. Pas au niveau institutionnel. Les paroisses, parfois, en fait, vivent une forme, je dirais, de convivialité, mais une forme de dialogue sur le terrain, entre les uns et les autres. Ce qui est évident, c'est que l'archevêque actuel, Hieronymus, c'est quelqu'un qui, au moment de son élection, le chef de l'Église orthodoxe, qui est le primat de l'Église d'Athènes, qui est une Église autocéphale dans le monde orthodoxe, et quelqu'un qui est très porté sur la question caritative. C'est quelqu'un qui lui-même, en fait, est animé par le soutien aux pauvres, au soutien des personnes plus démunies. Donc, il a cette fibre et il essaie de l'amplifier. Aujourd'hui, de plus en plus, avec la crise, il y a beaucoup de voix à l'intérieur même du Saint-Synode, de métropolites, qui disent que l'Église ne peut pas rester étrangère, elle doit être un véritable acteur. Non seulement, je dirais, pour aider à atténuer les effets de la crise dans la période conjoncturelle et ponctuelle, mais aussi pour dégager le sens spirituel et de nous faire sortir la confusion vers, dégager la perspective vers l'avenir. Et ça, c'est le rôle qui est le plus important. Parce que les défis aujourd'hui, je dirais, de la société grecque, au-delà de la crise financière et économique, qui est très très pointue et très forte, et d'ailleurs, il n'y a pas que la Grèce qui vit la crise économique et financière, tout le monde pratiquement est en mutation, en crise. Mais au-delà de cela, il y a de véritables défis de la société grecque. Je disais tout
à l'heure, la sécularisation est inévitable d'une certaine manière. Et la sécularisation était toujours perçue en Grèce d'une manière beaucoup plus douloureuse qu'en Occident, parce qu'il y a ces relations historiques entre l'orthodoxie et l'hellénisme d'une certaine manière. Donc tout ce qui touche à la déchristianisation touche directement à cette relation entre la nation et l'Église d'une certaine manière. Donc aujourd'hui, l'Église doit avoir un mot à dire pour dire que, non pas pour en fait combattre la sécularisation, mais pour qu'il n'y ait pas forcément de religiosité, davantage de spirituel. Comment aujourd'hui parler aux jeunes, comment 7 jeunes sur 10 grecs, 7 jeunes grecs sur 10 pensent à émigrer. Elle fait porter sa voix, on entend la voix de l'Église sur ces questions-là. Bien sûr. Ça commence, je pense qu'il y a une tradition historique de l'Église orthodoxe en Grèce qui n'était pas toujours très prolixe, je dirais, dans les médias sur les questions essentielles. Là, depuis une dizaine d'années, on sent qu'il y a une tendance, il y a un mouvement qui fait porter la parole de l'Église vers l'extérieur. Et ça, on l'a vécu aussi avec Christodolos, le prédécesseur de Monseigneur, qui était une personnalité très charismatique, de Hieronymus, qui était une personnalité très charismatique et qui adoptait aussi vis-à-vis des jeunes, en fait, qui sont un peu le patrimoine, la richesse de l'avenir. Il avait un discours qui était d'audace et de courage pour aller à leur recherche, pour nouer des relations avec eux. Parce que c'est là-dessus où Monseigneur Hieronymus veut continuer un peu cette tendance. Donc aujourd'hui, la crise, bien sûr, il y a des menaces, mais il y a aussi une opportunité pour qu'on aille vers le meilleur et qu'il y a une prise de conscience de la nécessité d'organiser un certain nombre de choses, peut-être qui se faisaient, mais aujourd'hui, c'est beaucoup plus nécessaire de les amplifier. Vous parliez tout à l'heure de débats théologiques, d'une réflexion théologique engagée par l'Église depuis un an. Tout à fait. Qu'est-ce qu'il en ressort ? Il y a justement, ils sont quelque part au feu de l'action, c'est-à-dire que les relations, cette réflexion, c'est par rapport à plusieurs défis que la crise met en exergue. Premièrement, je disais tout à l'heure, le défi de la sécularisation. Deuxièmement, le défi de la solidarité et de comment amplifier la dimension missionnaire de l'Église, la mission de l'Église dans la société. Troisièmement, le défi vis-à-vis des jeunes, mais aussi, qui est un défi très important, c'est comment organiser la relation entre le temporel et le spirituel de telle manière à ce qu'il n'y ait pas une suspicion réciproque, de telle manière à ce qu'il y ait une étroite collaboration qui soit bénéfique à tout le monde. Et là-dessus, je pense qu'il faut trouver de nouveaux équilibres novateurs qui correspondent bien sûr au vécu de la société grecque, mais aussi qui aident à dépasser un certain nombre de contradictions existantes. La Grèce, elle peut s'en sortir ? Je pense que c'est un pays qui a énormément de potentiel. C'est un pays qui a une civilisation derrière lui, un patrimoine, ce que la Grèce a légué à l'univers, et c'est une civilisation, c'est la pensée. Donc c'est un pays qui a énormément de potentiel, mais je pense que, comme je disais tout à l'heure, il y a un certain nombre de contradictions dans le vécu de la société grecque depuis une trentaine, cinquantaine d'années. Est-ce qu'ils sont dans l'Europe ou ils ne sont pas dans l'Europe? C'est le défi de la modernité par rapport à la tradition, les relations entre l'Église et l'État. Tous ces aspects aujourd'hui sont un peu dans un mixeur quelque part. Mais de nouveau, je pense que ce pays a beaucoup de capacités de redressement très très fortes. Mais il faut que la gouvernance de la crise soit faite de telle manière à prendre la bonne direction. C'est-à-dire que la crise soit vraiment une opportunité et non pas une sanction. C'est un peu toute la difficulté de la période actuelle. On n'a pas parlé de la dimension politique de la crise. C'est aussi ça, beaucoup de remises en question autour du fonctionnement de l'État, des équipes en place, de la corruption rampante. Tout à fait. Donc là aussi, il faut qu'il y ait de grands changements. Là aussi, il faut qu'il y ait de grands changements dans les mœurs politiques, dans la vision politique, dans la responsabilité politique, et pour donner du sens en fait au vécu des Grecs. Sinon, si la société continue à fonctionner comme si en fait dans une forme d'individualisme, et c'est un peu ce que révèle la crise aujourd'hui, c'est qu'il y avait des individualités, des potentiels, des richesses qui sont éparpillées ici ou là. Comment les coordonner dans le cadre d'un État fort? Donc ça veut dire en fait il y a un effort de solidarité en commun, que ce soit de la part de l'Église, de la part des autres Églises, que ce soit de la part de l'État. Comment organiser cette solidarité et cette res publica, cette chose commune, cette gouvernance commune? Je pense que les Grecs sont aujourd'hui devant ce défi, pas
de faire le grand ménage, mais de se réveiller, de donner un sens à la fois spirituel, moral et politique à leur vécu. Et je pense que la Grèce a un potentiel et une richesse énorme je lisais un article il y a quelques jours d'une sœur catholique en Grèce, publié dans La Croix, où elle mettait effectivement en exergue la différence entre le génie latin et le génie grec. Elle disait que le génie latin, c'est la rigueur, l'art de la rigueur, de la ponctualité, donc de cet aspect rigoureux, alors que le génie grec, c'est l'art de la nuance. Et donc c'est une société, effectivement, qui doit garder cet art de la nuance, cet art de la pensée. Mais en même temps, elle est interpellée par rapport à un certain nombre de rationalisation, je dirais, du vécu, à la fois politique, social, économique. Et c'est le grand défi actuel, pas seulement de l'Église, mais aussi de l'État grec. C'est comment rationaliser tout en gardant en fait le génie grec en même temps. C'est-à-dire rejoindre un peu le génie latin et le génie grec. Tout un programme. Merci beaucoup, Carole Sabat, de nous avoir rejoints sur ce plateau. Vous pouvez retrouver cette émission sur notre site, kto.tv.com. Très bonne semaine à tous. Au revoir.